Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire consacré à la dématérialisation. Déjà, je vous prie de nous excuser pour ces quelques minutes de retard. Nous avons rencontré un petit problème technique, ça peut arriver de temps en temps. Donc voilà, excusez-nous pour ce désagrément. Donc, comme je disais, un webinaire consacré à la dématérialisation. Avant que je laisse la parole à notre conférencier, un petit rappel sur le principe des questions-réponses. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation. Pour ce faire, il suffit d'activer simplement le volet questions-réponses en cliquant sur l'icône qui se trouve en haut à droite de votre interface Teams. C'est l'icône avec les deux bulles et le point d'interrogation. Moi, je vous mettrai une petite pop-up dans ce volet pour que vous puissiez voir exactement où ça se trouve. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je laisse la parole à Bruno Marier. Merci Nicolas. Donc, comme l'a dit Nicolas, excusez-nous pour ce retard. Je suis aussi un petit peu à l'origine de ce retard, mais l'informatique n'est pas toujours une science infuse. Bienvenue à vous tous. A priori, nous sommes une quinzaine réunis pour parler de ce sujet qui est très intéressant, enfin, en tout cas qui est passionnant pour moi, qui est la GED. Un petit préambule avant, puisque si je dirige l'entreprise Maubrey Bureautique, je suis surtout là au titre également de Perspective Numérique, qui est une association auboise qui regroupe les principaux acteurs du numérique et du digital dans l'Aube. Et notre association a pour but de promouvoir l'information, la formation, mais également le conseil autour du numérique, qui est un sujet très très large et très très vaste, que vous pouvez, au regard des petites matinales qui sont organisées régulièrement par la CCI, avoir un aperçu concret. Voilà. La GED, revenons au problème et à notre sujet du jour. La GED, alors vous avez vu déjà, volontairement, j'ai mis deux acronymes pour parler de la GED. Est-ce que ça doit s'appeler la GED, GED? Est-ce que c'est la GED, GEIDE? On pourrait parler aussi d'ECM. On ne va pas rendre les choses compliquées. Notre boulot, et le mien surtout, c'est surtout de démystifier quelque chose qui peut paraître compliqué, mais qui est d'une simplicité enfantine à partir du moment où on prend les choses dans l'ordre. Alors, pour déjà répondre à mon premier acronyme, la GED, dans un cas, ça existe depuis plus de 30 ans, il faut le savoir, donc on était aux prémices il y a 30 ans, mais vous le savez, dans ce monde de la dématérialisation et de l'informatique, on connaît des révolutions tous les 2, 3, 4 ans de manière significative. La GED, ça veut dire que la gestion électronique de documents, donc à quoi ça sert? On va en parler dans quelques minutes, on va même avoir des termes précis, ou certains appellent ça la GED, qui est la gestion électronique de l'information et des documents de l'entreprise. L'idée, elle est simple, il ne faut pas se tromper sur le but que nous recherchons lorsqu'on veut mettre ce genre de système au sein d'une entreprise, quelle que soit sa taille. Ça, là aussi, certaines personnes pensent que c'est de toute manière réservé aux très grosses entreprises. Eh bien, détrompez-vous, et malheureusement, les situations sanitaires de ces derniers mois nous montrent que pouvoir bénéficier des documents de l'entreprise, quel que soit l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire confiné chez moi ou au bureau ou ma comptable en télétravail, etc., permet de mutualiser l'information et d'avoir toujours la même information à la disposition des uns et des autres, et puis de rester quand même, malgré les situations qui peuvent être compliquées, efficace dans mon travail. Je passe à la slide suivante, qui nous détaille ce que c'est que les termes de GED, donc nous on va en prendre un, et notamment les processus numériques qui sont liés à cette solution de GED. Les entreprises, quelles qu'elles soient, et quelle que soit leur taille, c'est vraiment très très important, c'est ce qui est inscrit sur cette slide, et j'insiste sur le sujet, ont quand même besoin et surtout une obligation légale, puisqu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur le sujet. On a aussi, si on est confronté à des litiges ou autres, un côté légal qu'il faut respecter. On en parlera au cours de cette présentation. Mettre en place cette gestion électronique au sein d'une entreprise ou vouloir le faire, c'est accepter de dématérialiser le processus métier. L'intérêt, c'est de ne plus passer 20 minutes, une demi-heure face à une armoire, à ouvrir des classeurs, sortir des documents, les photocopier, les remettre à leur place, les ranger, et puis en essayant de trouver les bons documents. Comment je vais pouvoir, de manière simple, récupérer en quelques secondes les documents qui m'intéressent, que ce soit des factures fournisseurs, des factures clients, des dossiers RH, etc. Pour ce faire, il faut
être en mesure, pour qu'une JED soit efficace, respecter les fonctionnalités que vous avez et qui sont en gras sur les 5 points qui sont là. C'est être en mesure, puisque les documents sont de différentes sources. On va avoir des sources électroniques, c'est-à-dire qu'on va me communiquer des documents en fichier PDF, en fichier Word, en fichier, tout mode de fichier utile et utilisé en informatique, mais ça peut être également des documents papier. Alors comment je fais pour fonctionner avec les deux? Il faut aussi être en mesure d'avoir une capacité de numérisation, pas forcément très importante, mais être capable de rendre numérique un document papier. Mais je vais être également sur la création de documents que je vais faire directement à partir de mon ordinateur. Une fois que j'ai fait ça, il faut pouvoir les retrouver facilement, ces documents, parce que si c'est la même chose que d'ouvrir un classeur et de feuilleter les feuilles une à une, qu'elles soient papier ou qu'elles soient électroniques, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut également être en mesure, et c'est ce qu'on appelle par le terme indexation. L'indexation d'un document, ce terme qui peut être barbare pour certains d'entre vous, va me permettre de les classer. Et à partir du moment où j'aurai indexé ces documents, le classement sera fait, je serai en mesure de les retrouver beaucoup plus facilement. C'est ce qui est le point du dessous, c'est qu'une fois que c'est bien indexé, la recherche et la consultation de ce contenu en interne va être facilitée. Une fois que j'ai fait de l'acquisition des documents, que ce soit par voie numérique ou par voie papier que je vais transformer grâce au scan, que j'ai indexé ces documents pour leur permettre un classement simple mais opérationnel, ça va me permettre de les rechercher, de les consulter à volonté et de manière très très simple. Que ce soit en processus interne ou même sur certaines solutions, on va pouvoir par exemple ouvrir un accès limité, puisqu'il faut aussi qu'on sécurise les documents. Ce n'est pas parce qu'ils sont en format électronique ils sont sécurisés. Vous entendez tous ces derniers temps et encore hier l'hôpital de Dax qui s'est fait pirater ses serveurs par un hacker qui demande des milliers d'euros, enfin de bitcoins, pour réussir à rendre l'accès à ces documents. Personne n'est à l'abri, il faut aussi sécuriser tous ces documents. Une fois que j'aurai fait ça, donc je vais pouvoir aller sur la diffusion. Et il y a plusieurs façons de diffuser ces documents, par des envois d'emails sécurisés, par l'EDI, etc. Une fois que j'ai fait ça, je dois m'assurer d'une chose importante, c'est comment je sécurise mes documents et mes informations pour pouvoir les archiver. Puisque si je les retrouve facilement, mais qu'au moindre couac, je n'ai plus accès à rien, voire j'ai perdu tous mes documents, ce serait dramatique, puisque vous avez aussi, je vais prendre des documents comptables, des factures fournisseurs, en cas de contrôle fiscal, expliquer que vous avez eu un problème informatique et que vous n'êtes plus en mesure de produire des factures fournisseurs, ça va vous poser quelques soucis dans votre entreprise. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce que dit cette loi, et donc j'ai besoin de produire au minimum les 3 dernières années de mes factures et de mes documents au niveau des services fiscaux. Donc il faut bien s'assurer d'un archivage sécurisé de ces documents. Et puis enfin… Bruno, je me permets de t'interrompre un instant. On a une question de Stéphane qui demande quelle application conseilles-tu pour scanner les factures et facturettes sur son téléphone? Ah, alors, eh ben ça c'est intéressant, on va pouvoir le voir après, mais sur les mesures d'acquisition, notamment par exemple, on a des solutions de JED qui sont capables de gérer les notes de frais, parce que quand on a des commerciaux, ce qui est le cas par exemple d'un de mes derniers clients équipés, 35 commerciaux en France, et le problème c'est de récupérer les documents pour concevoir la note de frais, les fiches d'hôtel, les fiches de restauration. Enfin, pour les fiches de restauration, en ce moment, c'est assez rapide, malheureusement. Il faut être capable de les récupérer de manière facile. Donc, il y a des tas de petites applications. Il y en a une que nous utilisons, nous. Alors, il y en a de multiples. Hein. Je ne vais pas vous dire c'est celle-ci qu'il faut utiliser parce que ce serait à la fois prétentieux de ma part. Mais on en a une qui est utilisée chez nous en interne et qui fonctionne très bien, qui va être la vision scan, OpenScan, qui va permettre aussi bien sous iPhone que sous Android de récupérer les documents et de pouvoir les envoyer directement. L'idée, c'est que je prends ma photo et je l'envoie directement sur ma solution JED. Ensuite, je vais pouvoir l'indexer. Mais si vous le souhaitez, à la fin de cette présentation, j'ai prévu, si ça vous intéresse, c'est vous qui déciderez, c'est pas moi, hein, je suis à votre disposition, de vous montrer une solution qui fonctionne, aussi bien sur les factures fournisseurs que sur les notes de frais, qui vont permettre
de récupérer des scans de cette manière-là. Donc ça pose pas de souci. Je pourrais faire un lien et Nicolas pourra très bien rerouter aux participants quelques applications qui fonctionnent par rapport à ça. Il y en a de multiples. Il faut surtout chercher la simplicité. J'ai dit pour démarrer ce webinaire que j'étais là pour démystifier. Donc l'idée, c'est aussi de se mettre à la portée, à la disposition des gens qui ont un contact qui est un peu plus lointain avec tout ce qui est le monde du numérique. Il ne faut pas compliquer les tâches. Un commercial qui va devoir faire 50 clics pour concevoir sa note de frais, ça va l'agacer parce que ce n'est pas son cœur de métier non plus. Maintenant, il est obligé de rendre compte s'il veut se faire rembourser ses frais. Donc, il faut avoir des solutions simples. Je prends en photo, ça envoie directement sur ma solution JED et sur mon indexation, je vais rentrer la date, le lieu, éventuellement également sur les notes de restauration, les invités qui étaient là présents sur ce repas qui a généré des frais pour l'entreprise. Ce sont des mentions légales, hein, c'est pas pour embêter les gens, ce sont des mentions légales, comme les gens le font aujourd'hui de manière papier, hein, au dos de la note de frais, ils écrivent Monsieur Dupont, Madame Durand, et donc ils ont l'obligation de le faire de la même manière. Donc ça, sur les solutions de scan, et il y en a quand même de très très faciles. Pour répondre à Stéphane, vous n'êtes même pas obligé d'avoir une solution de scan sur les téléphones si vous le souhaitez. Vous avez des solutions, celles que nous utilisons nous aujourd'hui, permet aussi uniquement avec l'appareil photo. J'ai l'appareil photo, je clique sur ma petite flèche qui envoie le lien vers une adresse GED, une adresse mail, pardon, qui adresse directement dans la GED, et votre petite facturette, elle tombe automatiquement dans la note de frais qui est ouverte à votre nom sur la solution de GED. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui a été posée, mais simple, en tout cas c'est simple. Je finis ma slide. La gestion de toutes ces versions, l'idée c'est aussi de pérenniser le document, et ça c'est vraiment très très important quand on va choisir une solution GED, puisque je vous rappelle qu'il y a des documents, légalement vous avez l'obligation de les conserver 10 ans, dans les process légaux si vous aviez des contrôles et autres. Vous voyez bien tous au quotidien les problématiques que l'on peut avoir. Lorsqu'on va utiliser même un document PDF, est-ce qu'il va s'ouvrir, je l'ai conçu en 2015, est-ce qu'aujourd'hui, avec mon lecteur Acrobat, est-ce que je vais pouvoir lire mon document PDF? Ben ça, c'est important de pouvoir pérenniser ces documents dans le temps. Là aussi, il faut utiliser des normes. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler et connaît le PDF-A. C'est une version de PDF. Le A, c'est pour archivage, qui est normalisé. Donc ça, c'est intéressant, puisque à partir du moment où il y a une norme, tout le monde est obligé de respecter cette norme pour ce faire. Ce PDF-A, si je le fais simple, si mon document est à la norme PDF-A, ça sous-entend que quelle que soit l'année à laquelle je vais ouvrir ce document, je vais pérenniser sa lecture et je serai en mesure de le lire. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir récupérer des documents dans ce format PDF-A pour archivage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à la slide suivante, Nicolas, ou je peux continuer? Pas d'autres questions pour le moment, Bruno. Merci. Pour que ça fonctionne et pour aller vers cette transition numérique, que l'on va appeler opérationnelle, ça veut dire qu'il faut vraiment que tout le monde puisse être actif sur le sujet, il va falloir 4 choses importantes que j'ai déjà dites, mais que je répète ici. Il va falloir, si je décide de mettre en place un système comme celui-ci dans mon entreprise, quelle que soit la taille de mon entreprise, il va falloir que je sois en mesure de quantifier la nature des documents concernés. Est-ce que ce sont des factures clients? Est-ce que ce sont des factures fournisseurs? Est-ce que ce sont des contrats RH? Est-ce que ce sont des contrats commerciaux? J'ai besoin de quantifier ces documents et d'en connaître la nature. Est-ce que c'est des documents papier? Est-ce que ce sont des documents Word? Est-ce que ce sont des documents PDF? Ça, il faut être capable de... Il y a donc tout un petit système d'audit qui peut déjà être fait en interne. Vous savez bien combien vous signez de contrats commerciaux ou combien vous émettez de factures chez vos clients ou combien à peu près. Alors, on n'est pas précis à 5 près, mais il faut avoir une notion assez précise de la quantité de documents que je vais pouvoir mettre en place. On va voir après sur le sujet, quand je veux mettre une solution de GED en place, si je veux d'un seul coup digitaliser ou ouvrir la GED pour tout, vous le verrez à la fin, et c'est les conclusions de ma présentation, ça ne marche pas. Il faut y aller étape par étape,
step by step. J'aime pas les anglicismes. Alors, on monte les marches une par une. Donc, je décide de commencer. C'est stratégique chez moi. Je vais dire, je commence par mes factures clients. Ensuite, une fois que tout ça s'est bien mis en place et que tout le monde dans l'entreprise a bien compris le mécanisme, je vais mettre les factures fournisseurs. Ensuite, je vais mettre mes dossiers clients. Ensuite, je vais mettre mon dossier RH. Mais vouloir tout commencer d'un coup, quand vous voulez être partout, dans la vraie vie, vous êtes souvent nulle part. Donc, il faut y aller vraiment étape par étape et pas vouloir précipiter les choses et le coup de baguette magique en informatique, et ça ne marche pas. Ensuite, il va falloir gérer la notion de stockage de documents. Comment je vais pouvoir importer les documents concernés? Comment je vais pouvoir numériser? C'était un petit peu la question qui a été faite. Donc aujourd'hui, vous avez tous dans vos entreprises, on va du scan à plat qui est utilisé pour le particulier ou la petite association qui veut démarrer, au multifonction qui permet de numériser jusqu'à 240 pages par minute s'il le fallait, en faisant le recto verso en un seul passage. Donc, on va du plus petit au plus gros, mais entre les deux, il existe aussi des solutions et ça fonctionne très très bien. Je vais donc en troisième position, je l'ai dit, mettre en place le classement et l'indexation qui vont me permettre de rechercher très très facilement tous les documents. Ce qui va me permettre aussi, alors là, un gros mot qui est aussi présent dans ma présentation, qui est le workflow. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais par exemple, sur une facture fournisseur, peu importe la taille de mon entreprise, mais l'idée, c'est quand même d'être sûr que ce que mon fournisseur me facture soit juste et conforme à ce que j'ai commandé. Et c'est surtout, lui, le fournisseur, si vous envoie la facture, c'est surtout pour en être payé. Donc, je vais pouvoir créer avec le workflow une étape ou deux étapes de dire, la facture, elle arrive en informatique par voie, par mail ou par papier, par la poste de manière simple. Je suis capable de faire rentrer ce document dans ma GED. Une fois que ce document est arrivé dans ma GED, je vais être en mesure de mettre un process en place qui, voilà, celui qui a généré, qui a passé la commande, va valider que la facture est conforme à la commande qu'il a passée. Et ensuite, ça arrive chez la comptable ou le comptable qui va, lui, valider le paiement dans les délais de la facture puisqu'elle est conforme. Si ce n'est pas le cas, je vais pouvoir aussi mettre un petit tampon virtuel mettant facture refusée. Et je vais mettre le commentaire, refusé parce que le montant n'est pas celui, les quantités ne sont pas celles de, enfin, tous les motifs qui peuvent nous amener à refuser une facture. Et du coup, on a immédiatement l'information qui est disponible pour la personne qui gère la comptabilité. Et donc, le fournisseur sera informé immédiatement que sa facture ne pourra pas être réglée dans les temps puisqu'elle n'est pas conforme. Il va être amené, du coup, à la modifier ou à régler le souci si souci il y a. Voilà ce que c'est qu'un workflow. Ça veut dire aussi qu'on pourrait mettre un workflow, par exemple, sur les demandes de congés. Je suis salarié de l'entreprise, j'aimerais bien prendre quelques vacances à Pâques, je pose mes vacances de Pâques, mon supérieur reçoit un mail pour dire qu'une demande de congé a été posée, est-ce que c'est validé? Et puis ça part après au service RH qui va décompter, recompter tous les jours de congé disponibles. Donc c'est ça le workflow. Hein. La gestion de documents, donc après je vais gérer, puisque je vous l'ai dit, il faut sécuriser. Donc, il faut gérer les droits d'accès. Est-ce que tout le monde, lorsque j'ai par exemple une armoire dans ma GED, je vais concevoir ça par armoire. Lorsque j'ai une armoire RH avec mes dossiers du personnel, et puis que j'ai une armoire facture fournisseur que j'évoquais il y a quelques secondes, est-ce que tout le monde a besoin de voir tout? Donc, ça nécessite d'avoir des droits d'accès. Qui a le droit à quoi? C'est un petit peu l'exercice que vous avez certainement été amené à faire il y a quelques mois en arrière, depuis mai 2018, sur vos serveurs informatiques, où j'ai des fichiers, des dossiers qui sont ouverts à peu près pour tout le monde. Et le RGPD, la loi de gestion de protection des données, nous a incité à dire qui a le droit de voir quoi. Et sans ça, on transgresse cette règle. Eh bien, c'est la même chose pour la GED. Qui peut faire quoi? Et même si j'ai le droit d'accéder à l'armoire fournisseur, est-ce que moi, j'ai le droit de modifier un document? Modifier, alors le document, c'est-à-dire le classement, est-ce que je peux modifier une date? Est-ce que je peux, dans ces menus d'indexation, modifier une date de règlement? Est-ce que je suis habilité à le faire ou pas? Ça, c'est vous qui décidez en interne. Et comment je vais assurer le suivi? Et enfin, les échanges entre utilisateurs et toujours cette notion d'archivage, quoi qu'il puisse arriver, comment je peux le faire? Alors, est-ce que c'est une solution que j'ai chez moi sur mes serveurs informatiques?
ça peut être une solution. Certaines solutions de GED fonctionnent de la sorte. Vous avez bon nombre aujourd'hui de solutions de GED qui fonctionnent différemment dans ce qu'on appelle le mode SaaS, c'est-à-dire que vous allez être sur des serveurs qui vont être distants. Là, on va voir aussi qu'en termes de sécurité et de loi, il faut peut-être faire attention sur la distance de ces serveurs, physiquement et géographiquement, où se situe-t-il. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. L'avantage de cette solution, c'est que la personne qui vous a vendu ces accès et ce mode SaaS, ce qu'on appelle aussi le mode SaaS, distant, eh bien, c'est elle qui aura comme obligation de gérer l'archivage, l'accès évidemment à ces serveurs, mais également l'archivage de ces documents, mais également la mise à jour des versions. Donc, je vais profiter au fil de l'eau des mises à jour qui vont être faites sur cette solution de GED que j'aurais décidé de mettre en place dans mon entreprise. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si j'étais à peu près clair, ben, j'en suis ravi. Je continue. Donc, l'idée de tout ça, c'est un grand mot qui n'est pas un gros mot, la transition numérique opérationnelle. Ça veut dire que toute l'entreprise est mobilisée. Ça concerne toutes les personnes de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important. Et surtout, la question est pour moi la bonne question qu'il faut se poser. Si c'est pour vouloir mettre une solution de GED en place, avec cette vision de dire, bah voilà, j'ai une GED, bah oui, mais c'est pour faire quoi? C'est quoi l'intérêt et c'est quoi le but final de tout ça? Donc la première question pour moi à se poser, c'est comment, si je mets cette solution de GED en place, parce que j'ai décidé, pourquoi je la mets en place, comment profiter de cette transition opérationnelle que je veux mettre en place pour moderniser mon entreprise, mais surtout créer de la valeur. L'idée, c'est pas de créer des nouvelles contraintes. L'idée, c'est de fluidifier, c'est de faciliter l'accès à l'information tout en la sécurisant. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Trois points pour que ça puisse se faire. Hein. Je me répète un petit peu, mais il y a des choses qui sont importantes, donc j'ai préféré les répéter dans le système. L'impact des outils numériques. Je vais vous donner 2-3 stats qui viennent d'organismes tout à fait qui ont pignon sur rue et des vrais professionnels du sujet. Vous allez peut-être découvrir des chiffres qui sont assez colossaux pour certains d'entre eux. Le deuxième point qui est primordial, toujours évoluer dans un contexte légal. La loi est faite pour être respectée, pas être contournée. Le jour où vous aurez un souci, vous serez bien content d'avoir des solutions qui soient complètement conformes et surtout légales. Je donnerai un exemple tout à l'heure, si je vais vous démontrer une solution de GED parmi tant d'autres, je vous montrerai sur des factures fournisseurs l'intérêt que ça peut avoir d'avoir un contexte légal. Et on l'a vécu chez Maubrey Bureautique il y a 1 an et demi en arrière. Capitaliser pour créer de la valeur pour l'entreprise. Ça veut dire aussi que si je suis capable de mettre ça en place et d'économiser du temps, parce que je vais fluidifier l'information, je vais faciliter le travail, on ne va pas révolutionner non plus l'entreprise, il faut faire attention, l'idée c'est pas de créer une révolution, c'est vraiment de faire avancer l'entreprise. Je vais forcément gagner du temps. Et économiser ce temps, ben, je peux le mettre à profit pour d'autres tâches qui sont parfois plus valorisantes dans l'entreprise, parce que quand vous demandez qui est d'accord pour aller aux archives chercher la facture de 2018 de l'entreprise Dupont, il n'y a pas trop de volontaires quand même, parce qu'il y a les toiles d'araignée, parce que c'est poussiéreux, parce qu'il y a 1000 raisons qui font qu'on a envie de faire autre chose. Le fait de pouvoir le retrouver en 2 clics, ça peut peut-être gagner du temps, et ce temps économisé, on peut le mettre à profit pour être au service de ses clients, pour faire de la relance client, et toutes les solutions que vous avez déjà imaginées dans vos entreprises. Même quand on a dit ça, il y a un point qui est vraiment important, c'est que je maintiens le point de vue légal que j'ai donné, mais c'est que ça doit être simple et efficace. Si c'est pour se dire ça va fonctionner, mais il faut que j'ai fait Bac+15 dans mon entreprise pour que ça puisse fonctionner, ça va pas être terrible. Et pour fédérer les gens autour de ces habitudes de travail, puisqu'on ne va pas révolutionner les habitudes de travail, mais quelque part, on va quand même un petit peu les modifier. Il faut que ce soit simple, mais efficace. Si les gens n'y trouvent que des contraintes, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'ils y trouvent un vrai plaisir et surtout une vraie solution de gain de temps qui va forcément pousser tout le monde à adopter cette nouvelle solution dans l'entreprise. Alors, je vais vous faire afficher ça de manière très simple. Ce qui peut aider aussi dans ce domaine-là, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années, à des conditions un petit peu différentes, des volumes qui sont un peu différents, mais aujourd'hui,
même si quand j'ai démarré dans ce métier il y a un peu plus de 35 ans aujourd'hui, mon premier patron m'avait embauché pour me dire il va falloir être bon, vous savez, parce qu'on est en train d'atteindre le zéro papier. Alors évidemment, 35 ans après, ça fait un petit peu sourire parce que le papier, le zéro papier, c'est un doux rêve. On en consomme quasiment toujours autant, mais on le consomme différemment. Mais en plus du papier qu'on consommait, aujourd'hui, il faut traiter des mails. Il faut traiter des logiciels métiers qui peuvent être différents. Il faut traiter des formats de fichiers qui vont être différents. Dans les mêmes formats de fichiers, je vais prendre un pack Office, mon Word d'il y a 5 ans, ce n'est pas celui d'aujourd'hui, donc je ne vais pas avoir toutes les mêmes solutions. Donc il faut être capable de gérer ces différents formats de fichiers, mais également les sources, puisque je vais avoir des gens qui vont être un peu mobiles, donc ils vont être plutôt avec des tablettes, des gens qui vont être avec des PC fixes, des gens qui vont être avec des smartphones, parce que y a pas mal de solutions de GED. Tout à l'heure, on parlait sur mon téléphone, comment je fais pour mettre l'application la plus utile pour scanner. Je vais aussi, de temps en temps, pouvoir accéder. J'ai un architecte, par exemple, qui a un suivi sur sa tablette. Lorsqu'il est sur ses chantiers, il est capable de suivre ses chantiers. Si jamais il lui manquait un document, ça lui évite de partir avec 3 ou 4 classeurs sur des chantiers où les documents risquent d'être perdus, salis ou abîmés. Il est capable de les consulter directement sur sa tablette. Il faut donc aussi sécuriser les accès, mais ça, c'est vraiment un accès facile à l'information. Et vous m'accorderez que c'est quand même plus sympa de partir sur un chantier avec une tablette qu'avec 3 classeurs de 3 kg chacun. Cependant, comment je fais pour, dans le temps, assurer la pérennité de toutes ces sources d'informations et de toutes ces sources documentaires, que ce soit le papier, les mails, les fichiers électroniques. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, sachant que ce volume d'informations, il est exponentiel. Alors, je vais vous montrer un chiffre qui est donné par la société Statista, qui est quand même qui a pignon sur rue, comme j'ai dit il y a quelques minutes. Cette société indique, avec les études qu'elle a menées, qu'entre 2020, vous m'accorderez que c'était hier, et entre 2035, accordez-moi que ce sera presque demain, la quantité d'informations que l'on a évoquée il y a quelques minutes sera en moyenne multipliée par 45. C'est volumineux. Donc comment aujourd'hui, avec des journées qui font toujours que 24 heures, des semaines de travail qui font 35 heures, voire un peu plus pour certains d'entre vous, mais qui doivent être amenés vers cette notion-là, comment je fais pour gérer 45 fois plus de documents dans le même temps? Donc, par exemple, sur les factures fournisseurs, vos fournisseurs, parce que vous allez gérer 45 fois plus de documents dans 15 ans, ne vont pas vous rallonger les délais de paiement, parce que ça va poser d'autres soucis. Donc c'est comment je mets des outils à ma disposition et non pas être à la disposition des outils pour gérer efficacement ces nombres de documents. Je reprends ici l'impact qu'a ces nouveaux outils sur notre vie du quotidien, puisque vous le savez tous, il faut être de plus en plus réactif. Alors on a de plus en plus de documents à gérer, quelle que soit leur forme. Mais il faut les gérer de plus en plus vite, il faut répondre, parfois vous avez des gens qui vous envoient des mails, 1 heure après ils vous appellent, vous ne m'avez pas répondu. Ah non mais attendez, vous savez combien je gère de mails par jour, donc je ne peux pas tout faire, et si je fais d'un côté, je ne suis pas de l'autre. Donc ça, il faut quand même gérer ça, tout en sécurisant l'information, parce que ça, la sécurité, c'est vraiment le point d'ancrage pour développer une solution de GED correcte. Et ça, il ne faut surtout pas lésiner sur le sujet, parce que vous pouvez vite retrouver votre entreprise. On l'a vu chez nous, hein, dans cette période un peu sensible, peu importe l'endroit, mais on a vu une maison de retraite se retrouver avec tous les PC qui sont bloqués et puis des paires de menottes qui apparaissent à l'écran pour indiquer que pour débloquer l'accès au fichier, il faut composer le numéro Intel et puis payer 5 500 € de rançon, parce que c'est quand même c'est du kidnapping de fichiers quelque part. Il faut véritablement ne pas lésiner sur la sécurité, protéger, sauvegarder, être capable de restaurer cette information. Ça, j'insiste lourdement, peut-être trop lourdement à votre goût, mais c'est vraiment... Et ne pensez pas que ça ne concerne que des grosses boîtes. Il y a des tas de petites boîtes. Alors certes, j'ai parlé en préambule de l'hôpital de Dax. Alors, bon, tout le monde ne connaît pas Dax, mais on se dit l'hôpital de Dax, c'est gros. Mais croyez-moi, tout type de client, toute typologie en termes d'importance de client, a été touché, et on intervient toutes les semaines pour régler des problèmes de cet ordre-là, que ce soit sur des boîtes
unipersonnel à des boîtes de 50, 100 ou 2 ou 3 000 personnes. Hein. La mairie d'Annecy était bloquée il y a 2 mois en arrière pour les mêmes raisons. Et Annecy, ce n'est pas non plus le petit village du coin. Et tout ça en assurant quand même le nerf de la guerre qui est également la traçabilité de l'information. Le qui, quand, quoi, comment, c'est important de le faire. Je continue, il n'y a toujours pas de questions, je suis à peu près clair, donc je continue sur ce que je voulais vous montrer. Alors, l'impact de ces outils de GED numérique, ça nécessite de modifier, non pas révolutionner les habitudes de travail, mais on va être obligé de changer un petit peu la méthode. Donc, il faut simplement avoir un peu de pédagogie pour que tout le monde adhère. Et les armoires que j'aime bien, qui sont rassurantes, que je vais avoir dans mon bureau, je les aurai peut-être toujours, mais à partir d'aujourd'hui, je vais aussi surtout aller consulter les documents qui sont dans mon armoire numérique. Si on veut garder le terme d'armoire, parlons d'armoire numérique. Donc ça revient exactement au même. J'ai plus besoin d'ouvrir les armoires à rideaux, ça fera moins de bruit, mais ce sera beaucoup plus efficace que de regarder toujours mes moult classeurs à consulter pour trouver le document idoine. Je vais donc pouvoir multiplier mes sources de stockage. Il faut faire attention que tous les temps perdus à gérer ça ne soient pas dans cette vision-là. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. L'idée, c'est de créer de la valeur. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas d'avoir une perte de valeur pour l'entreprise. Et on est tous dans le même cas, nous les premiers. On ne peut pas doubler le personnel pour gérer tous ces documents sous toutes ces formes différentes. Ça, c'est complètement impossible. Je parlais du contexte légal tout à l'heure. Je vous donne quelques informations qui peuvent nous amener à réfléchir à cette dématérialisation. Et il faut reconnaître que sur les 5-6 dernières années, ça a évolué de manière significative. Alors la loi Allure, je vais pas, il y a aussi, je vais pas rentrer dans le détail de toutes les lois parce que déjà de une, c'est pas mon métier et je les maîtrise pas toutes, mais elles ont des impacts sur le contexte légal. Nous avons chez Beaubras Bureautique aussi, dans le cadre d'une autre association dans laquelle je suis, gérer aussi tous les impacts qui vont arriver d'ici 2025 dans certains cas et 2030 sur la loi Elan. Donc ça, je pense que mon petit bonhomme, il faut qu'il prenne de l'élan. Vous avez quand même sur les facturations et tout ce qui va être notion de GED, en 2016, ce qui était hier pour moi aussi, un impact important sur tout ce qui va être la facturation client. Toutes les administrations aujourd'hui, quelle que soit la taille de votre entreprise et le métier que vous faites, si vous adressez aujourd'hui une facture à une administration, locale ou territoriale, vous êtes obligé depuis 2017 et au plus tard 2020, puisque c'était un déploiement avec une taille d'entreprise, vous êtes obligé de déposer des factures sur Chorus Pro. Vous êtes donc bien obligé de dématérialiser ces factures. Pour ceux qui vont de temps en temps déposer des factures sur Chorus Pro, quand vous y allez de manière manuelle, il faut juste avoir un petit peu de temps devant vous, parce que si vous avez 50 factures à dématérialiser sur Chorus, vous allez y passer un petit peu de temps. Donc peut-être qu'il y a des solutions de GED qui vont me permettre de déposer en automatique des factures sur Chorus Pro. Donc ça peut me permettre de gagner du temps. On a aussi une évolution qui a eu lieu en même temps en 2017, qui était liée à la loi El Khomri, où je pouvais, avec des règles bien claires et très précises, dématérialiser les bulletins de paye électroniques. Et comme vous le savez, les bulletins de paye, pour le salarié, doivent être gardés à vie. Pour l'entreprise, il y a une durée de conservation importante, même si le salarié a quitté l'entreprise entre-temps. Si vous avez un salarié qui vous demande ses bulletins de paye de 2010 ou de 2005, même s'il est parti ailleurs entre-temps, vous devez pouvoir lui apporter ces documents. Peut-être qu'en faisant de la dématérialisation des bulletins de paye, il a, même en quittant l'entreprise, accès à ces documents. La fameuse loi du RGPD, je ne vais pas y revenir, je l'ai cité tout à l'heure. Et puis vous avez, sur la loi de finances qui était en discussion, eh bien, ce que le gouvernement a mis en place à l'époque sur Chorus Pro, de dématérialiser toutes les factures à l'intention des collectivités locales et territoriales, eh bien, la loi de finances indique là, désormais, qu'entre 2023 et au plus tard en 2025, toutes les entreprises devront dématérialiser leurs factures à l'intention de leurs clients, y compris vers des clients privés en B2B. Donc ça veut dire que d'ici 2025, 4 ans, on ne pourra plus faire de facture papier, comme c'est déjà le cas aujourd'hui vis-à-vis des administrations. Donc ça, plutôt que d'être contraint de répondre à une obligation légale,
Moi, je vous invite plutôt à faire l'inverse, c'est comment je peux prendre de l'avance et puis être déjà opérationnel, puisque dès 2023, on peut déjà le faire aujourd'hui. Nous le pratiquons, nous, aujourd'hui, de cette manière-là, et bon nombre de nos clients aussi, mais il y a encore un travail colossal à faire. Et comment je peux gagner du temps et éventuellement, comment je peux créer de la valeur et non pas perdre de la valeur, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, ce contexte légal nous pousse et nous incite aussi à essayer d'avancer vers ce point et puis de faire évoluer nos entreprises. Et quand je dis faire évoluer, c'est quand même dans le bon sens. Voilà. Est-ce que c'est toujours clair? Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être qui sont… Nicolas, toujours pas d'autres questions de passer? Non, toujours pas d'autres questions pour le moment. Je reviendrai vers toi dès qu'on en a une qui est publiée. Il faut que tu réactives ton micro, Bruno. Pardon. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez de nouveau? Excusez-moi. Ouais, au bout d'un certain temps, ou alors c'est parce que je suis trop bavard, il me coupe la chic. Bruno, ton micro est de nouveau coupé. Excuse-moi. Ça y est, normalement, je reviens. C'est bon, on t'entend bien. Ma présentation est revenue? Oui, la présentation, on l'a bien à l'écran. Ça marche, excusez-moi, c'est surprenant ça. Les enjeux, toujours trois enjeux pour mettre une GED en place et que ça fonctionne correctement. L'authenticité des documents, c'est le petit exemple que je vous donnerai tout à l'heure concernant une facture client où il pourrait y avoir des problèmes. Il faut véritablement s'assurer que le système que vous mettrez en place dans votre entreprise garantisse l'authenticité des documents. Je vais prendre un exemple pour être très concret sur le sujet. Je crée une facture à l'intention d'un de mes clients, je lui envoie une facture de 8 000 €. Il va tant mieux, il va me la payer, c'est très intéressant. D'un seul coup, j'ai un contrôle de l'administration fiscale qui me dit, tiens, la facture numéro tant à l'intention de l'entreprise Dupont, est-ce que vous pouvez me confirmer le montant de cette facture? Bah oui, cette facture fait 8 000 €, et donc je vais produire cette facture. L'administration fiscale va me dire, mais est-ce que vous pouvez me certifier que le montant est juste et de quelle manière vous pouvez me le certifier? Vous commencez à être un petit peu dubitatif sur le questionnement et vous apercevez que la facture Dupont, elle, a enregistré dans ses comptes une facture de 18 000 €. Et donc, vous pouvez, grâce à l'authenticité des documents, et je vous montrerai comment on peut avoir l'authenticité des documents, que votre facture n'a subi aucune modification entre le moment où vous l'avez déposée dans la GED en 2010, en 2015, en 2016 ou en 2018 ou 2020, et le moment où vous lisez cette facture aujourd'hui, ce matin, à 9h30. Et dans ces cas-là, l'administration fiscale dit, OK, il n'y a pas de problème, et vous avez des solutions avec des algorithmes qui sont capables de vous mettre cette empreinte digitale validant le fait que le document n'a subi aucune modification. Tout ça pour conclure, et c'est l'anecdote que je voulais vous raconter, eh bien c'est arrivé chez nous, on a été consulté par l'administration fiscale pour ces sujets-là. Simplement, le client, qui n'était pas l'entreprise Dupont, mais peu importe l'entreprise, était un petit peu malhonnête et avait enregistré dans ses comptes une facture de 18 000 €, avait bien réglé chez nous sa facture de 8 000 €. Je ne sais pas où sont passés les 10 000 € de plus qui ont été réglés, mais pas chez nous. Donc l'administration fiscale a immédiatement entrepris les mesures nécessaires vis-à-vis de cette société, mais notre entreprise a été complètement dédouanée grâce à cette solution et avec l'authenticité, prouvant que le document n'avait pas été modifié entre sa date de dépôt et la date de consultation, quelle que soit la date de consultation. La durabilité, voilà, comme je vous l'ai dit, quand vous allez être interpellé pour avoir une facture de 2015, c'est quand même important de pouvoir avoir cette notion de durabilité et puis surtout de retrouver très facilement, d'où le mode important de l'indexation, le document pour faciliter sa recherche. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et je l'ai dit tout à l'heure,
La notion de confidentialité, puisque je parlais de facture, et est-ce que tout le monde doit accéder à tout, ça c'est important. Et puis, comment je vais donc verrouiller ce système et le rendre conforme au RGPD, au Règlement général de la protection des données. Je rappelle que si vous faites une facture pour une société ou même un particulier, quand vous mettez Monsieur Dupont, un boulevard Charles Barthé à la CCI 3, ben vous êtes capable d'identifier Monsieur Dupont. Donc, vous avez bien une donnée personnelle. Donc, il faut bien qu'elle soit sécurisée. Et comment, dans mon entreprise, je verrouille ceci pour être conforme à la loi. Et ceux qui ne le sont pas, je rappelle que c'est 4% du chiffre d'affaires en termes d'amende minimum. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, les 3 points pour comment ça marche. Il faut être capable de capturer. Donc, soit je suis capable de scanner, soit je suis capable de scanner un document papier, d'envoyer via une adresse mail un document électronique, soit de récupérer un document au format électronique, quel que soit son format. Et pour pouvoir le traiter et l'indexer correctement, quel que soit le format auquel je vais envoyer ces documents, peut-être que la solution JED peut immédiatement, sans vous demander votre avis, transformer ce document, le convertir en format PDF-A avec la notion normalisée du PDF que j'ai expliqué il y a quelques minutes, qui permet de normaliser et donc de lire et d'assurer une pérennité de la lecture du document dans le temps. Et puis enfin, la notion de consultation, comment je vais gérer cette notion de consultation. Excusez-moi d'être un peu lourd, mais en indiquant quand même qu'il faut rester vigilant sur la sécurité. Qu'est-ce que tout ça, ça peut m'apporter? Beaucoup de points positifs. Les points négatifs, il n'y en a pas énormément, mais je vais en citer quand même un ou deux avant. C'est sans révolutionner mes habitudes de travail, c'est quand même être ouvert à évoluer dans mon fonctionnement au quotidien, mais on ne va rien révolutionner du tout puisqu'on va vous laisser travailler et une GED digne de ce nom doit vous laisser continuer à travailler tel que vous le faites aujourd'hui. C'est en bout de chaîne où mon document, en fin de compte, quand je travaille, mon document, je finis par le prendre, papier, et le classer dans un classeur pour le mettre dans l'armoire. C'est là où on intervient. Tout ce qui se passait avant, ça continue comme avant. Donc, il n'y a rien qui change. C'est au moment de prendre et pour aller dans l'armoire qui est dans le bureau d'à côté ou aux archives, c'est là où on va vous inciter à le mettre dans l'armoire électronique et puis récupérer les documents dignes de ce nom. Donc, c'est simplement être ouvert au changement et c'est surtout pas révolutionner votre façon de travailler aujourd'hui. Si vous avez un jour une personne qui vous propose une solution de GED en vous disant voilà, on va vous expliquer tout ce que vous faites avant, c'était très très mal fait, on va le changer du tout au tout aujourd'hui, je vous invite à tout de suite changer de partenaire parce que ça ne va pas forcément fonctionner très vite et très bien. Ce que ça peut vous apporter, ce sont des gains de productivité de manière inévitable puisque vous allez avoir un gain de temps, notamment dans la recherche des documents. Il faut reconnaître, mais posez-vous quelques minutes dans vos entreprises, quelle qu'en soit la taille à nouveau, et regardez bien, vous verrez que vous passez quand même dans une journée type un temps 15, 20, 30 minutes, parfois 1 heure. J'ai vu des clients, moi, m'expliquer qu'ils passaient l'équivalent de 3 heures à chercher des documents et ranger dans les armoires par jour, ce qui est énorme. Ce temps, vous pouvez le mettre à profit pour d'autres choses. La réduction des coûts, puisqu'on va être et récupérer tout ce temps passé à faire des tâches chronophages, on va pouvoir le mettre à profit dans l'entreprise pour faire autre chose. Et puis, on a une facilité pour retrouver ces fameux documents. On va aussi pouvoir personnaliser, puisque l'idée, si mon entreprise, c'est un garage, ce n'est pas la même chose que si je suis dans l'industrie en train de fabriquer du carton, ou si je suis dans une société de service, ou si je suis dans une société du bâtiment. Eh bien, on va pouvoir personnaliser ce déploiement et cette mise en œuvre de GED par rapport aux besoins de votre entreprise et selon ses spécifications. Donc ça, c'est important. On va pouvoir, et ça c'est vraiment important, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on va pouvoir aussi faciliter la communication interne. Combien de temps on passe, là aussi, comme je disais tout à l'heure, penchez-vous un quart d'heure et prenez une feuille de papier et notez le temps que vous passez dans une journée type à chercher des documents. Je vous invite aussi à faire le même travail. Passez le temps, essayez de quantifier le temps que vous passez à appeler votre comptable, à appeler Durand, Dupont, Pierre, Paul, Jacques. Qu'est-ce que tu as fait de la facture machin? Où est-ce que tu as mis le devis de Monsieur Bidule?
eh bien ce temps, vous pouvez, si le document est partagé et vous permet de le récupérer de cette manière-là, de manière simple et conviviale, vous allez récupérer ce temps de manière utile. Et puis enfin, on va pérenniser donc la notion de sécurité, on va limiter les pertes de documents, puisque une fois qu'il manque la facture numéro tant dans le classeur qui est mis dans l'armoire, eh bien forcément c'est quelqu'un d'autre qui l'a perdu. Là, ce document, puisqu'on va gérer les accès, on va aussi gérer les profils, tout le monde n'aura pas le droit de supprimer un document, donc on va limiter les risques de perte et de détérioration de documents, et tout restera quand même accessible. Donc ça, c'est vraiment les 4 points majeurs de l'intérêt par rapport à cette vision de l'installation, de la mise en place d'une solution de JET dans l'entreprise. 2 points complémentaires. Je vais commencer par le deuxième, puisque ça va aller en conclusion. Une JET bien appliquée, c'est aussi Statista, et puis un organisme qui est le Syntec, qui regroupe les éditeurs de JET, qui démontre qu'une JET bien appliquée, bien mise en œuvre et correctement déployée au sein d'une structure, quelle que soit la taille de sa structure, améliore la rentabilité de 3 à 5% du chiffre d'affaires. Vous connaissez tous votre chiffre d'affaires et on est tous dans le même cas. Et dans ces périodes un peu tendues, si je peux récupérer 3% de rentabilité, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Le deuxième point, c'est que pour que cette JET soit efficace et pérenne, il faut l'organiser, on doit quand même affecter un budget à la formation, parce que y a trop de personnes qui pensent qu'en informatique, il n'y a qu'un faucon. Excusez-moi l'expression un peu familière, mais ça résume bien. Donc il faut aussi penser à dégager un petit budget, et vous avez aussi des aides et autres, les OPCO qui vous permettent, mais de fédérer les gens pour aider au changement, et au changement d'habitude surtout. Et puis surtout, ne mettez pas vos collaborateurs, quel que soit là aussi le nombre de collaborateurs dont vous disposez, les gens qui vont être concernés par ces évolutions, ces petits changements et ces améliorations, ben, ils doivent être mis dans la boucle. C'est toujours plus facile de fédérer autour d'un projet que d'imposer en disant, voilà, à partir de lundi, c'est comme ça, c'est plus autrement. Parce que là, pour recueillir l'adhésion des collaborateurs, c'est un peu plus compliqué, puisque souvent, en tout cas chez nous, ça a été comme ça, comme partout, mais c'est souvent mieux avant. Donc il faut juste voir les bénéfices que l'on va retirer après cette installation. Et enfin, on va arriver presque à la fin de ma présentation. Les 3 erreurs à ne pas commettre, si je peux me permettre de vous donner quelques tuyaux. La première, c'est je l'ai dit tout à l'heure en présentation, mais je le dis, de ne pas. L'erreur majeure, c'est de choisir à partir du mois prochain, à partir du 1er mars, tout passe en dématérialisé. Donc on passe tout en JED, les factures. Vouloir faire tout d'un coup, c'est vouloir absolument planter ce projet. Il faut le faire étape par étape. Il faut simplement hiérarchiser l'importance de vos dossiers. Si vos factures clients, c'est vraiment très important parce que, commencez par ça. Si votre problématique, elle porte plus sur alors quand je parle de dossier client, c'est les factures, c'est les devis, c'est les commandes, c'est tout ça. Tout ce qui peut aussi être issu de votre ERP si vous le souhaitez. Si c'est plus les notions de factures fournisseurs, eh bien, prenez tout ce qui va être devis, facture fournisseur et commencez par ça. Et une fois que vous aurez bouclé ce sujet, vous aurez fédéré un certain nombre de collaborateurs autour, ce sera plus facile de déployer le dossier client et puis l'armoire RH et puis l'armoire, dans l'armoire RH, on peut mettre les fiches de paye, les notes de frais, etc. Ce qu'on peut aussi donner comme petit tuyau, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous avez votre logiciel comptable et puis qui vous dit nous on est capable de vous mettre une gestion commerciale, de vous mettre votre gestion de comptabilité, votre gestion de paye et puis dans la même solution vous aurez également une JED complète qui pourra vous permettre de gérer vos dossiers clients, vos dossiers fournisseurs. Si un jour vous avez un souci ou autre avec ce fournisseur, si vous avez des évolutions qui ne correspondent pas complètement dans ces logiciels à ce que vous avez, vous allez être un petit peu pieds et poings liés puisque tout est au même endroit. Donc il va falloir tout changer. Et donc ça devient compliqué. Le fait d'avoir parfois une JED à côté de mon logiciel métier, mais qui fonctionne bien, il y a une passerelle qui se fait entre les deux, mais indépendant de mon logiciel métier, le jour où je décide pour X raisons stratégiques de changer mon logiciel métier dans mon entreprise,
bah, je ne me retrouve pas pieds et poings liés en disant qu'il faut tout changer et on va peut-être bloquer l'entreprise pendant un certain temps. Ça, c'est important. Et le dernier point, bah, je l'ai cité il y a quelques minutes, mais j'insiste dessus, ne négligez pas la communication en interne et fédérez les gens autour de cette évolution plutôt que d'imposer cette évolution qui est toujours mal vécue dans la notion d'imposition. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère avoir été clair et concis, d'être à peu près dans le timing que Nicolas m'avait accordé pour vous intéresser à ce sujet. J'espère vous avoir intéressé. S'il y a des questions ou autres, c'est avec beaucoup de plaisir que je tenterai d'y répondre. Merci Bruno du coup pour ton intervention. J'ai une question. Est-ce que tu peux couper ton micro, Bruno, s'il te plaît? Merci. J'ai une question de Mélanie qui dit, pour rebondir sur la durabilité, il me semble que vous avez évoqué plusieurs systèmes de GED. Je pense que le choix de la solution est fonction des besoins au jour où on décide de la mettre en place. Si les besoins changent, que se passe-t-il? Question de Mélanie. Évidemment, ça c'est intéressant comme question puisque, je l'ai dit, c'est stratégique pour l'entreprise. On ne va pas révolutionner ce qui se fait, on va simplement faire évoluer la façon de travailler dans l'entreprise. Et du coup, ça ne se définit pas à court terme. Ça doit se définir à moyen et éventuellement long terme, mais au minimum à moyen terme. Ça veut dire que je réfléchis dans mon entreprise, je décide de vouloir mon dossier client, je décide de vouloir mettre une solution de GED par rapport à ça. C'est là où il faut réfléchir en amont. Qu'est-ce que j'ai besoin de récupérer comme information? Quelles sont les quantités d'informations à récupérer? Et surtout, pour en faire quoi? Et donc, quand je réfléchis de la sorte et que je me pose les bonnes questions, et à plusieurs, puisqu'on va fédérer les gens qui sont autour, on est toujours plus dans 2 ou 3 têtes que dans une, je vais donc me projeter à 3 ou 4 ans. Ce qui est intéressant, c'est que ces solutions de GED, eh bien, elles évoluent au fil de l'eau. Je vais prendre un exemple. Il y a la solution que nous distribuons chez nous. Il y a 6 ans ou 7 ans en arrière, la signature des contrats commerciaux au travers d'une solution authentifiée avec SMS qui arrive sur le numéro du décideur, on n'en avait pas rêvé. Mais c'est au fil de l'eau, quand on nous les a demandés, l'éditeur a complètement compris l'intérêt et la faisabilité de ce genre de choses, eh bien on est capable aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, de proposer à nos clients la capacité de signer à distance des contrats commerciaux. J'ai recruté un collaborateur la semaine dernière qui va, pour X raisons, rejoindre l'Aube, très beau département au demeurant. Il va venir de 500 ou 600 km plus loin. On a pu valider, une fois qu'on a été d'accord tous les deux, ben son contrat de travail, il l'a validé de la même manière, en signant son contrat de travail de manière électronique avec un accusé de réception des 2 côtés. Et dans la foulée, en automatique, la solution de GED avec l'armoire RH lui a adressé son contrat signé des 2 parties de manière électronique. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que la solution, elle a évolué dans le temps. Donc il faut aussi évidemment prendre et s'attacher à choisir une solution qui est pérenne et qui évolue dans le temps. Ce qui est intéressant dans la question de Mélanie, c'est qu'on va pouvoir aussi savoir depuis quand ça existe et quelles sont les dernières évolutions qui ont été mises en œuvre et quelles sont éventuellement celles qui sont dans le tuyau pour pouvoir avancer. Et du coup, on voit qu'on ne va pas être sur un système qui est figé. La question est tout à fait intéressante. Si on est sur un système figé qui ne peut pas évoluer, qui n'est pas un tout petit peu modulable, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que dans ma présentation, j'ai aussi évoqué, quels que soient les types d'entreprises, on a tous des besoins qui sont… Le tronc commun, il est à peu près commun à tout le monde, mais on a tous des besoins un peu spécifiques. Il faut que qu'on soit en mesure de le personnaliser. Ce n'est pas vous qui devez rentrer dans le moule de tout, c'est aussi la solution que vous allez choisir qui va vous permettre de mettre ça en place de manière simple. Et surtout en collant à vos prérogatives. On va dire ça comme ça. Est-ce que j'ai répondu à la question qui a été posée ou est-ce que ma réponse ne vous satisfait pas? Bruno, je désactive ton micro. Écoute, on va laisser Mélanie répondre, voir si elle souhaite un complément d'information. Moi, j'ai une nouvelle question de Stéphane
qui dit « Je fais très peu de factures clients par an. Existe-t-il des logiciels gratuits de facturation? Si oui, lesquels ?» Bruno, je te repasse la parole. Pense à activer ton micro. Tout dépend de ce qu'on appelle très peu de factures par an. Ça, c'est important. Après, des logiciels gratuits de facturation. Alors, en open source, il y a des solutions qui permettent de le faire. Maintenant, il faut. L'open source, c'est un monde que l'on connaît, que l'on approche aussi, notamment à travers de perspectives numériques. La seule chose et la seule problématique que je lèverais, c'est attention, validez bien que ce système est dans une parfaite légalité, surtout sur des solutions de facturation. Parce que ça, c'est vraiment important. Et vous avez quand même, dans des solutions de facturation, des comptes à rendre à l'administration fiscale le jour où elles viendront vous en demander. Donc ça, c'est vraiment important. Je le dis parce que j'ai quelques clients qui font peu de factures et qui ont décidé de continuer à les faire sous Excel. C'est leur droit et c'est pas moi qui vais leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel et avec les évolutions des lois de finances, faire des factures sous Excel, ça a quand même quelques risques. Mais les solutions gratuites, elles existent en open source. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est surtout la légalité moi, qui m'interpelle sur la notion de gratuité. Après, il faudrait savoir, Stéphane, combien de factures, est-ce que vous avez une idée par mois ou par an du nombre de factures que vous faites, Stéphane? Bien, merci Bruno pour ta réponse. Je désactive ton micro. On va laisser Stéphane réagir s'il souhaite des compléments d'information. J'ai une autre question de Sandrine. Quel moyen pour sécuriser les sauvegardes, le cloud et les disques durs? Je te passe la parole, Bruno, et pense à réactiver ton micro. Alors, c'est un sujet majeur et je suis ravi qu'il y ait au moins une question qui porte sur ces notions de sauvegarde. Donc, concernant ces notions de GED, comme je l'ai dit, il y a deux façons de travailler la GED. Alors, ce qu'on va appeler la solution locale, c'est-à-dire que j'aurais installé chez moi, dans mon entreprise, sur un serveur dédié ou mutualisé, une solution de GED. Et donc, il va falloir que la notion de sauvegarde m'incombe. Donc, comment je vais pouvoir le faire? Ça, c'est le premier point et je vais poursuivre dans quelques minutes. L'autre solution, quand je suis en mode SaaS, en mode distant, sur des serveurs distants, eh bien, c'est du ressort de la personne avec laquelle je vais travailler. Donc là, la seule solution, c'est de s'assurer que les serveurs sont bien géographiquement au bon endroit. Alors, géographiquement au bon endroit, je vais donner mon avis. Il n'engage que moi, mais je pense qu'il y en a bon nombre de professionnels se retrouveront dans ce que je vais dire. Il est impératif que ces serveurs soient au sein de l'Union européenne. Et s'ils sont en France, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'en septembre 2001, suite aux attentats, vous avez par exemple l'administration américaine qui a sorti une loi qui s'appelle le Patriot Act. Et cette loi, je ne la connais pas dans le détail, mais il y a un point que je connais bien qui indique la chose suivante. C'est que les États-Unis d'Amérique ont décidé qu'à partir de cette loi du Patriot Act, tout document, quel qu'il soit et quelle que soit sa forme, papier, électronique, stocké sur le sol des États-Unis. Donc si mes serveurs sont aux États-Unis, ces fichiers sont la propriété des États-Unis. Donc vous perdez la propriété de ces fichiers. Alors, on va me dire, la facture client de M. Dupont avec ses fenêtres pour 5 000 €, c'est pas dramatique, peut-être. Mais sachez que vous n'avez plus la propriété de ces documents. Ils deviennent la propriété des États-Unis. S'ils décident que vous n'avez plus à avoir accès à ces documents, ben vous n'aurez rien à dire et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc c'est là où il faut, à un moment donné, être certain que ce soit au bon endroit. On peut aussi parfois se dire, c'est bien, mais comme c'est moins cher parce que les serveurs sont dans les pays de l'Est, sont dans le Maghreb et autres, je vais profiter d'une situation moins chère. Posez-vous quand même les bonnes questions. Parfois, il vaut mieux payer un peu plus cher, mais être certain de récupérer ces documents correctement. Ça, c'est pour le mode SaaS. Pour ce qui est d'avoir des sauvegardes dignes de ce nom, alors là aussi, il y a moult solutions qui existent. On peut avoir des solutions dans le cloud. Ça, c'est le cloud, c'est dans les nuages où je vais sauvegarder tous les documents, les données de mes serveurs, les datas de mes serveurs, je vais les sauvegarder à l'extérieur, sur des serveurs, là aussi où je vais m'assurer qu'ils sont bien dans l'Union européenne et si possible en France.
Après, cette solution fonctionne très très bien, on la commercialise aussi. Il faut juste s'assurer de la quantité de données. Pourquoi je dis ça? J'étais l'autre jour chez un architecte, gros cabinet d'architectes, qui avait privilégié cette solution. Très bien. Il y avait 30 Tera de données sauvegardées, ce qui est normal. Un architecte, les plans qui sont faits avec la PAO et autres, ça prend un poids phénoménal. Les dossiers, etc., les photographies. Ça, il y avait 30 Tera de données à sauvegarder. Le problème, c'est que si demain, il y a un couac, il faut donc remonter la sauvegarde pour continuer à travailler. Et donc, il y a des petits utilitaires qui fonctionnent très très bien sur Internet pour mesurer la quantité de données. Pour restaurer les 30 Tera, il fallait 28 jours. Est-ce que ce cabinet, c'est la discussion que j'avais avec cet architecte, est-ce que vous êtes prêt pendant 28 jours à expliquer à vos clients, à vos suivis de chantier, aux entreprises que vous êtes en train de driver sur les différents chantiers, que pendant 28 jours, vous êtes inopérant puisque vous n'avez pas encore récupéré toutes vos données. Donc c'est là où il faut faire attention. Du coup, dans certains cas, il faut avoir une solution de sauvegarde qui va être locale, c'est-à-dire comme sur le serveur, je vais l'avoir chez moi. Et là, il faut avoir différentes solutions, enfin, il faut avoir des prérogatives importantes. Même dans le mode cloud, c'est important. Toutes les données qui vont être sauvegardées, vous devez vous assurer qu'elles soient cryptées. Alors pourquoi? Ça va revenir exactement aux gars qui vous piratent, les fameux hackers. Ils viennent crypter vos données et pour vous donner la clé de décryptage, ils vous disent il faut payer. Eh bien là, je vais moi-même volontairement avec une solution ad hoc crypter les données que je sauvegarde ou que j'envoie dans le cloud pour être sauvegardé. De ce fait, si quelqu'un était très très doué en informatique et qu'il récupère mes données, c'est dramatique, sauf qu'il va récupérer des données cryptées. Il ne pourra donc rien en faire. Et donc, je vais pouvoir le faire. La deuxième solution pour que la sauvegarde soit efficace, après le cryptage, c'est ce qu'on va appeler le versionning. Alors, je m'explique. J'ai récupéré un malware. Un malware, attention, ce n'est pas un virus. Hein. C'est deux choses distinctes. Le virus et le malware sont deux choses distinctes. Mais je récupère un petit... Alors, le malware, c'est le petit ver qui va, de temps en temps, me faire apparaître les menottes et qui m'invite à composer tel numéro pour payer une rançon. Je vais récupérer ce malware et je le récupère, je m'aperçois que mes systèmes sont bloqués ce matin à 9h30. Eh bien, le versionning va me permettre de dire que je peux remonter la sauvegarde, la version d'hier ou celle d'avant-hier, et je dois avoir 4 ou 5 versions disponibles. Ce qui fait que si je suis capable d'identifier que j'ai été infecté hier à 8h12, eh bien, quelle est la version que je peux remonter? Ce qui fait que je vais perdre un petit peu de mon travail. Mais entre hier 8h12, je vais perdre que le travail d'hier 8h12 à la date de la dernière sauvegarde et aujourd'hui. C'est mieux que de perdre 3 ans parce que j'ai tous les fichiers qui sont cryptés. Donc, pour la sauvegarde, c'est être certain que ce soit crypté de votre part et avoir du versionning. Et le dernier point qui me paraît important, c'est ce qu'on appelle de la sauvegarde incrémentale. Si j'ai 10, 20, 30 gigas, téra de données, peu importe la quantité à sauvegarder, si à chaque sauvegarde, je refais un tour complet de tous les fichiers à sauvegarder, bah, ça va prendre un temps fou, puis ça va occuper mes tuyaux. Et le tuyau, s'il est occupé par la sauvegarde, il ne va pas vous laisser, vous allez avoir des ralentissements sur votre réseau. Donc, il faut faire de l'incrémental, c'est-à-dire que vous avez des tas de sauvegardes qui sont capables de mesurer et de sauvegarder que les fichiers qui ont été mouvementés entre aujourd'hui, date de la sauvegarde à l'instant, et la dernière qui a été faite hier ou ce matin. Voilà les 3 points qui me paraissent importants pour une sauvegarde digne de ce nom. Je répète, du cryptage, du versionning et de la sauvegarde incrémentale. J'espère avoir répondu correctement à la question et vous avoir éclairé sur le sujet. Bien, merci Bruno pour ta réponse. Je désactive ton micro. J'ai une autre question de Christophe qui dit « Pour l'expert comptable, si nous dématérialisons l'ensemble des documents, cela ne peut pas être une erreur à ne pas commettre » et Christophe met ça entre guillemets, erreur à pas commettre. Je te relaisse la parole, Bruno. Alors, j'ai pas bien compris dans le sens de la question ce qui pouvait être une erreur. On peut très bien dématérialiser
par exemple, ces factures. Alors, je vous raconte une anecdote avec un expert comptable, le mien, peu importe. Je le connais bien. J'étais l'autre jour en rendez-vous avec lui. J'ai un responsable, un gérant de société du bâtiment qui arrive avec une boîte à chaussures. Et il lui dit, voilà, dans la boîte à chaussures, il y a toutes mes factures de l'année 2020, factures fournisseurs de l'année 2020. Donc, je vous les dépose, vous faites ce qu'il faut, puis vous me sortez mon bilan parce que mon banquier me le demande. Ah, alors forcément, là, ça devient un peu compliqué. Et puis, après, c'est le boulot de mon expert comptable d'avoir un échange avec son client. Donc, ce que l'on peut faire, si je décide de numériser, scanner et de mettre dans une solution de GED mes factures fournisseurs, j'ai ouvert mon armoire fournisseur. Ben, je peux très bien, et certaines solutions le proposent, on met en place, c'est ce qu'on a fait sur un certain nombre de clients, on met en place un accès sécurisé et puis limité pour l'expert comptable, où il est en mesure de récupérer, voire même de télécharger les factures fournisseurs de l'année du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. J'ai mes 150 ou 200 factures fournisseurs. Il est capable de les récupérer, de les télécharger chez lui et puis de les avoir dans ses documents pour pouvoir générer le bilan de la société, enfin les interpréter et puis travailler dessus. Donc ça ne pose pas de problème. La GED, ce n'est pas dramatique. Vous avez parfois, alors, la boîte à chaussures, c'était un peu une caricature, mais moi j'ai trouvé ça amusant. Vous avez des gens qui viennent avec tous les classeurs en disant bah, tiens, tout est là. Je peux très bien avoir une solution de GED et donner un accès sécurisé et limité juste à l'armoire fournisseur pour que mon expert comptable puisse consulter selon ses besoins, que ce soit le samedi, le dimanche, la nuit, le jour, les documents qui sont concernés. Donc ça ne pose pas de problème et du coup, ce n'est pas une erreur à ne pas commettre. L'erreur à ne pas commettre, en revanche, parce que j'ai numérisé toutes mes factures fournisseurs, je peux allumer un feu avec mes originaux papier. Ça, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Bien, merci Bruno pour ta réponse. J'ai désactivé ton micro. Christophe demande s'il faut mettre tous les documents dans la GED. Je te laisse répondre, Bruno. Alors, comme je l'ai dit, tous les documents dans la GED, il n'y a pas un intérêt majeur. Il faut hiérarchiser la priorité des documents dans mon entreprise. En clair, la première question à se poser, si on ne sait pas comment choisir entre le dossier client, le dossier fournisseur, demain, il m'arrive un couac. Alors, quand je dis un couac, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais demain, je suis cambriolé, ils s'en vont avec toutes les factures fournisseurs. En comment ça va impacter mon travail au quotidien et est-ce que je serai en mesure de continuer l'activité de mon entreprise et d'apporter les services escomptés à mes clients. Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut réfléchir et dire, bah, si ça, c'est bloquant et puis je ne peux plus travailler correctement, donc ça devient prioritaire. Et puis, descendre dans les priorités de cette manière-là. Et puis, peut-être que, je vais prendre un exemple, moi j'ai un client qui m'a sollicité pour pouvoir faire hiérarchiser et puis mettre une GED en place pour les notes de frais. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait 2 collaborateurs sur les 12 qui étaient concernés et qui avaient en moyenne 100 à 150 € de frais chacun par mois. Ben, nous, on n'est pas là pour pousser la consommation, il n'y avait pas d'intérêt, il y avait une dizaine de justifs par mois par collaborateur, il n'y a pas d'intérêt à vouloir mettre en place une GED immédiatement sur la dématérialisation des notes de frais, c'est un peu surfait. En revanche, il a vu l'intérêt sur ses factures clients, il faisait une 50aine de factures clients, ce qui n'est pas énorme par mois, mais il a trouvé un intérêt parce que du coup, il pouvait déposer en automatique sur Chorus, parce que sa petite assistante, elle passait l'équivalent de 2 heures par semaine à déposer des factures sur Chorus. Et donc, il a économisé ce temps-là. Mais après, si on décide de tout mettre au fil de l'eau, de se dire on fait des armoires et tout va dans la GED, pourquoi pas? Mais ça, c'est une question d'organisation et de volonté de faire évoluer votre entreprise, mais ce n'est pas non plus une obligation. Bien, merci Bruno pour ta réponse. J'ai désactivé ton micro. J'ai une autre question de Philippe qui dit « Est-ce que la mise en place de la GED nécessite d'avoir dans ses équipes une compétence particulière en interne ?» Et il donne un exemple, par exemple, pour le suivi de la sécurité. Alors, c'est une excellente question. C'est ça l'avantage. Je l'ai dit tout à l'heure, mais parfois, la GED, on se dit, quand on veut, on se dit, tiens, ça peut être intéressant pour mon entreprise.
Et puis, on voit tout de suite les freins. Alors, les freins, on se dit, oh là, ça va être compliqué, on va changer tout, on va révolutionner les habitudes de travail, ça va mettre le chantier dans mon entreprise, je ferai ça plus tard, donc je décale. La deuxième solution, c'est, ouais, mais moi, j'ai pas de geek dans mon équipe, là, j'aime bien, si j'ai un petit jeune qui touche à tout, ça va être super, mais si comme je l'ai pas, et puis que moi, non. Eh bien, c'est l'intérêt que l'on peut avoir sur un certain nombre de solutions de GED, c'est, on fait un audit, on comprend ce que vous voulez faire, ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes sur les notes de frais. Je comprends ce que vous voulez faire, monsieur le client, mais en fin de compte, vous avez deux notes de frais à gérer par mois. Il n'y a pas d'intérêt majeur. En revanche, vous avez une vraie problématique. La notion de sécurité et autres, quand on est dans un mode SaaS, vous décalez cette solution, puisque cette notion de sécurité, elle est importante, mais vous responsabilisez votre fournisseur d'accès, c'est-à-dire la personne qui vous aura mis cette GED en mode SaaS. Donc voilà, votre boulot, c'est la sécurité, c'est l'accessibilité pour moi à toutes mes données. C'est ça votre job. Donc, ça n'est plus mon problème, c'est le problème. Et c'est ça l'intérêt de l'avoir en mode SaaS, parce que du coup, toutes ces problématiques, je vais les avoir si je le mets en interne chez moi. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux. Et puis, il y a un dernier point que j'ai oublié de citer quand même, c'est le point de vue, et on n'est pas, enfin moi personnellement, je ne suis pas insensible à ça, c'est le point de vue écologique. Puisque si chacun a son serveur chez lui, avoir un serveur mutualisé pour 10-15 entreprises sécurisées pour tout le monde, ben, ça sera pour la planète un petit peu mieux. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir dans ces équipes un champion du monde de l'informatique, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+15 en informatique, il faut juste, avec son partenaire, comprendre ce qu'on veut faire et voir comment on va le faire. Et après, initier les gens et mettre les personnes qui vont être associées, qui vont être impactées par cette modification, bah, les mettre dans la boucle pour qu'elles ne subissent pas le changement, mais qu'elles soient actrices, acteurs du changement. Et il n'y a aucun problème de n'avoir... Alors, il faut quand même savoir ce que c'est qu'un clic gauche, un clic droit. Je dirais que c'est la seule prérogative qu'il faut avoir pour que ça fonctionne correctement au sein d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Bien, merci Bruno pour ta réponse. Comme il nous reste que quelques minutes avant la fin de ce webinaire, hein, donc j'avais mis un petit bloc dans le volet questions-réponses. Donc j'ai pris une toute dernière question, j'ai clôturé le volet. On va quand même prendre le temps sur les 7 minutes qui nous restent pour que Bruno puisse répondre aux questions qui étaient en attente. Donc là, j'ai une précision de Stéphane tout à l'heure qui demandait effectivement quelle solution en termes de logiciels libres pour la gestion de ces documents. Et il précise, Stéphane, qu'il a une quinzaine de documents par an. Bruno, je te laisse répondre. Une quinzaine de documents par an, hein, c'est ça que… Oui. Voilà, alors c'est vrai que c'est assez peu. L'idée, ça ne va pas forcément être de les retrouver facilement, parce que 15 documents, je pense que bien rangés dans l'armoire, ça peut le faire. L'intérêt de la GED, dans ce cas-là, je le vois plus, moi, sur l'accessibilité aux documents lorsque je suis à l'extérieur. D'un seul coup, le client me dit, oui, mais votre devis numéro 2412, là, j'étais pas d'accord avec la dernière ligne, j'ai oublié mon devis, ça peut arriver parce qu'on est parti vite, parce qu'on a été dérangé au téléphone. Là, le fait de pouvoir consulter à distance de manière sécurisée les documents concernés, ça, c'est intéressant. Je vais donner un exemple par rapport à ça, juste pour qui n'a peut-être rien à voir avec l'exemple que propose Stéphane, mais moi, j'ai un client, son activité, 50% de son activité, elle se fait avec la centrale nucléaire de Nogent. Et on a des plans d'accessibilité qui doivent être vus, connus par tous les salariés de l'entreprise, puisque c'est quand même un site sensible pour les raisons évidentes que vous connaissez. Eh bien, parfois, il avait des équipes qui étaient obligées de revenir au bureau parce qu'ils avaient oublié le document, etc. Là, pour toutes les équipes, on a mis une armoire uniquement sur les plans d'accès dédiés à cette centrale, avec toutes les versions qui évoluent au fil de l'eau, parce qu'un coup c'est le Covid, un coup c'est la sécurité, un coup… Ils ont toujours en possession les derniers documents qui émanent de la centrale nucléaire, et du coup, ils ne sont jamais bloqués aujourd'hui. Ils peuvent les consulter à distance d'un smartphone, parce que c'est pas non plus… mais ils sont capables de les consulter de leur smartphone, et il y a une personne par équipe qui est habilitée à le faire, puisque l'information est donc sécurisée, elle n'est pas à la disposition de tous, et du coup, bah, ils évitent les allers-retours inutiles avec l'entreprise pour revenir chercher un document papier. Il n'y en a pas tant que ça, des documents.
pour revenir sur la quantité que Stéphane donnait, mais au moins l'accessibilité est immédiate et elle ne décale pas le travail que l'entreprise doit faire. Voilà ce que je peux répondre, mais c'est surtout dans l'accessibilité aux documents plus que dans la gestion du volume de documents, puisque là, je reconnais que Stéphane a tout à fait raison, c'est assez faible. Mais c'est surtout sur l'accessibilité aux documents de manière sécurisée. Bien, merci Bruno pour ta réponse. Je désactive ton micro. Je te demanderai, s'il te plaît, Bruno, de bien vouloir être synthétique dans les réponses, puisqu'il nous reste plus que 4 minutes et on a encore beaucoup de questions à traiter. Donc, Mélanie qui apporte une précision. Donc, je relis sa question. Mélanie disait: que se passe-t-il pour une raison ou une autre si que se passe-t-il si pour une raison ou une autre on décide de changer de partenaire de GED? Comment sont restitués les documents archivés? Et Mélanie précise que quand elle dit partenaire, elle parle d'éditeur. Bruno, je te laisse la parole. Eh bien, si ces gens ont pignon sur rue et dignes de nom, de confiance, eh bien, ils vous laissent l'accès à vos documents pour vous laisser le temps de télécharger tous les documents puisque ils sont votre propriété. Donc, ils vous laissent le temps de les récupérer et de les télécharger pour les remettre chez vous sur un serveur et du coup, vous pouvez les récupérer. Certains éditeurs proposent même de vous renvoyer des DVD avec le contenu intégral des documents que vous avez déposés. Ils vous facturent dans ces cas-là juste le DVD et puis le temps passé pour les graver. Voilà. Bien, merci Bruno, je désactive ton micro. Donc Sandrine qui nous dit effectivement comment crypter. Elle pose la question, est-ce que c'est via un logiciel ou via un autre moyen? Le cryptage se fait par le fabricant, c'est lui qui met un cryptage en place, c'est pas vous qui décidez de crypter ou pas, c'est lorsque vous allez acquérir cette solution de sauvegarde, il faut que vous assuriez que cette solution permet de crypter les données et vous n'avez pas le choix, si elles sont cryptées, elles sont tout le temps cryptées et souvent avec des clés en 256 bits. C'est-à-dire que c'est crypté de la même manière, avec la même sécurité que lorsque vous allez consulter vos comptes sur Internet, vos comptes en banque, pardon. Bien, merci Bruno. Je coupe ton micro. Donc Céline qui nous dit donc qu'elle doit partir et qu'elle te remercie pour cette intervention très intéressante. Elle nous souhaite une bonne journée. Ben, écoutez Céline, bonne journée à vous aussi. On vous remercie également d'avoir participé à ce webinaire. On a Elisabeth qui nous dit bonjour. La qualité elle a eu quelques soucis de son. Bah, écoutez, Elisabeth, on en est désolé. Hein. Nous, de notre côté, on a essayé de faire le maximum pour que vous ayez un meilleur rendu possible. On a Sandrine qui demande un exemple de mode d'indexation. Alors, c'est ça l'intérêt, c'est que le mode d'indexation, les exemples, je peux vous en fournir, mais par exemple, chez nous, le mode d'indexation, il est calé avec le client. Quels sont les champs indispensables sur une facture client que vous souhaitez impérativement retrouver? Donc, on bâtit ensemble le champ d'indexation pour que justement vous ayez une facilité pour rechercher ces documents. Donc, c'est du sur-mesure. L'idéal, c'est d'avoir la solution sur mesure sans vouloir complexifier les opérations. Mais les champs d'indexation qui vont permettre de rechercher les documents, ils sont définis avant la mise en œuvre et ça fait partie du cahier des charges. Sans ça, on ne peut pas imposer un champ de classement parce que c'est comment vous allez vous y retrouver. Il faut que ce soit fait en partenariat avec vous. Donc ça, c'est important d'être acteur, que vous soyez acteur ou actrice également lors de cet audit avec les champs que vous souhaitez impérativement retrouver. Et ça, c'est facile à mettre en œuvre. Merci Bruno, je coupe ton micro et on a donc la dernière question pour ce matin de Christophe qui dit si nous cryptons nos données sur notre NAS, est-ce que les données du NAS sont synchronisées dans un cloud tel que iCloud ou Google Drive? Les données restent-elles cryptées dans le cloud? Question de Christophe. Alors, si votre NAS de base crypte les données, oui, elles seront bien envoyées cryptées. En revanche, attention, vous me parlez de Google Drive, donc vous acceptez que les données, même cryptées, que vous envoyez sur Google Drive ne soient plus votre propriété. Puisque les serveurs... Bien, merci Bruno pour
pour toutes ces réponses. Merci pour ta présentation. Est-ce que tu veux dresser un dernier mot pour clôturer? Il faudra réactiver pour ça ton micro. Je te laisse un dernier mot, Bruno, et puis ensuite je clôturerai et puis j'annoncerai notre prochain webinaire. Bruno, mot de la fin. Merci Nicolas. À nouveau, désolé pour les petits temps de connexion de ce matin, mais on a eu un petit problème technique. Ça arrive à tout le monde, y compris à nous. J'espère que je vous ai intéressé. J'ai entendu des questions très intéressantes. Donc j'espère que à la fois cette présentation vous a plu, vous a éclairé, c'était le but, et puis qu'elle vous a surtout donné envie, parce que c'est vraiment un vrai challenge, mais c'est simple à mettre en place. Et puis une fois que ça roule, je peux vous assurer qu'on obtient un confort de travail qui permet de se focaliser sur d'autres priorités. Donc j'espère vous avoir donné envie également de ça et d'avoir été quasiment complet sur cette présentation. Voilà, je te laisse la parole, Nicolas. Bien, merci Bruno pour ce mot de la fin. Donc vous l'avez compris, l'intérêt de l'AGED, si vous avez effectivement un volume important de données à gérer pour pouvoir en avoir la maîtrise au sein de votre entreprise. Donc n'hésitez plus, allez-y, équipez-vous si vous êtes dans ce cas-là. Moi, je vous annonce le prochain webinaire qui aura lieu donc le vendredi 26 février sur le thème des outils collaboratifs. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire donc sur le site internet de la CCI ou sur les réseaux sociaux directement sur LinkedIn ou sur Facebook. Merci à tous pour vos nombreuses questions et puis rendez-vous dans quelques semaines. Merci.